Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir, en personne ou à distance. Alors, nous allons vous présenter le plan d'adaptation au changement climatique de la ville de La Sarre 2023-2028. J'invite dès maintenant M. Yves Dubé, maire de La Sarre, à prendre la parole pour expliquer les raisons qui ont motivé les élus à adopter ce plan. Bonsoir, chers médias. Je suis fier de vous présenter aujourd'hui notre plan d'adaptation au changement climatique pour assurer un avenir durable à notre ville. Nous reconnaissons les défis que nous devons relever et nous sommes déterminés à agir de manière proactive. Les changements climatiques ont un impact direct sur notre environnement, notre santé et notre sécurité. Les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les précipitations et les tempêtes deviennent plus fréquents et plus intenses. Les inondations et les feux de forêt peuvent se produire également plus souvent. Cela nous oblige à adapter nos comportements, notre organisation et nos infrastructures. Les données et les faits des dernières semaines nous ont d'ailleurs montré notre vulnérabilité et l'importance de prendre des mesures concrètes pour faire face à ces changements. Un plan d'adaptation est essentiel pour une planification efficace et nous permet d'identifier les risques de notre municipalité, de notre communauté, de prioriser les risques, à atténuer et de déterminer les mesures d'adaptation nécessaires. Notre plan d'adaptation comprend 7 orientations clés pour guider nos actions. Nous sommes fiers d'adopter ce plan et de mettre en place des mesures pour le réaliser. Nous nous engageons à être proactifs dans l'adaptation au changement climatique et à s'assurer un avenir durable pour nos citoyens. Ensemble, nous pouvons construire une communauté résiliente face aux défis de l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Alors, maintenant, nous allons vous présenter quelques faits saillants du plan d'adaptation au changement climatique. J'invite dès maintenant Benoît Lafleur, chargé de projet en environnement à la ville de La Sarre, à venir prendre la parole. Alors, merci d'être présent, comme le disait Cassiopée, soit à distance, soit en présentiel ici, là, pour voir notre plan d'adaptation au changement climatique, qui est le fruit d'un travail qui a duré à peu près 15 ou 16 mois, au cours desquels là, on a fait beaucoup de recherches, on a consulté beaucoup de gens, on a eu des discussions, on a tenu une consultation publique pour voir ce que les gens pensaient des propositions qu'on faisait dans le plan d'adaptation au changement climatique. Puis ce qu'on vous présente aujourd'hui, donc, c'est l'aboutissement de tout ça. D'emblée, donc, pourquoi est-ce qu'on veut s'adapter au changement climatique? En fait, là, vous savez, les changements climatiques sont susceptibles d'accroître la fréquence, l'intensité et la durée des événements météorologiques extrêmes, par exemple les vagues de chaleur, les précipitations, les tempêtes. Yves en a parlé il y a quelques instants. On parle aussi des inondations, mais aussi des feux de forêt. On est dans le thème des feux de forêt là, depuis quelques semaines, donc c'est tout à fait approprié là, d'avoir ce plan-là ici aujourd'hui, qui n'avait pas été planifié en fonction des feux récents là, qui nous affectent, mais qui tombent, je dirais, à point là, pour cet événement-là. On le fait aussi, entre autres, parce que les événements météorologiques extrêmes qui vont devenir plus intenses, plus fréquents, plus longs aussi dans le temps, le risque de causer davantage de risques pour la santé et la sécurité de la population, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables, mais aussi des risques pour la durabilité et la performance des infrastructures d'une municipalité comme la nôtre. Dans un contexte comme celui-là, là, il faut impérativement s'adapter. Yves parlait de comportement, d'organisation, d'infrastructure. Ça va être important là, d'aborder ces thèmes-là au travers des actions qu'on va poser pour adapter la municipalité et sa population au changement climatique, mais surtout là, aux événements météorologiques extrêmes qui vont devenir plus fréquents avec le temps. C'est quoi un plan d'adaptation au changement climatique? Yves l'a évoqué aussi, c'est une petite planification. Ça nous permet d'abord d'identifier les risques hydrométéorologiques auxquels on va devoir faire face dans le futur. Ça nous permet aussi d'identifier les vulnérabilités de l'organisation municipale et de nos infrastructures en termes de gouvernance, d'infrastructures et de population aussi, parce qu'on a une population qui est à risque à certains égards à ces événements-là. Puis ça va nous permettre éventuellement de prioriser les risques qu'on va vouloir atténuer, puis les vulnérabilités qu'on va vouloir diminuer. Puis éventuellement, je vais vous le présenter là, à la toute fin. Là, on va identifier les mesures d'adaptation au changement climatique qui vont nous permettre de diminuer ces risques-là et surtout la vulnérabilité face à ces risques-là.
Donc, on veut s'adapter à quoi? Je parlais d'aléas météorologiques ou hydrométéorologiques. Essentiellement, là, ça a trait aux températures, aux précipitations, les tempêtes, les inondations, sécheresses, feux de forêt. Là. Je ne passerai pas de grands moments au travers de ça. Là. Les détails, vous les connaissez. On en a parlé suffisamment là, dans les médias au cours des dernières semaines, des derniers mois, même des dernières années. Donc, il faudra s'adapter à tout ça, à la fois. Spécifiquement pour notre plan d'adaptation au changement climatique, ce qu'on a fait, c'est une analyse de vulnérabilité de risque pour différents éléments de gestion qui appartiennent spécifiquement donc aux municipalités. Entre autres, les services, je parle entre autres des services d'intervention d'urgence, sécurité civile, incendie, le déneigement, les travaux publics, la collecte, la gestion des matières résiduelles. Ça peut avoir trait aussi aux infrastructures et à la mobilité, par exemple l'approvisionnement en eau, la gestion des eaux pluviales, des eaux usées, gestion des cours d'eau pour les inondations, réseau routier, le transport, le cadre bâti, les infrastructures de télécommunications. C'est des sujets qu'on a abordés dans nos analyses. Idem pour tout ce qui n'est pas nécessairement de responsabilité directe d'une municipalité, par exemple, la santé, la société, le développement économique, entre autres la santé publique, mobilité de la population, le tourisme, les services agricoles, le revenu des ménages et des entreprises, le développement économique. C'est des éléments qui vont être éventuellement impactés par les changements climatiques. Puis en dernier lieu, ce qu'on a abordé aussi, c'est tout ce qui constitue des facteurs de protection naturelle que la ville possède face à des événements météorologiques extrêmes qui pourraient nous affecter. Entre autres, la biodiversité, les milieux humides, l'indice de canopée, la qualité de l'eau de surface, les stress hydriques, qualité, érosion des sols, qui dans certains cas, je me répète, là, mais peuvent être des facteurs de protection face au changement climatique. Donc, c'est important aussi d'analyser là, les risques de ces événements, de ces éléments-là au regard des changements climatiques. Ici, ce que je vous présente, là, c'est une espèce de résumé, en fait, de l'analyse de vulnérabilité qu'on a menée. En fait, ce qu'on présente dans un premier temps, c'est un indice de défavorisation économique par-dessus lequel on met les risques d'inondation et puis les risques de vagues de chaleur, ce qui nous permet de faire ressortir là, dans différentes cartes les secteurs de la ville où les populations sont particulièrement vulnérables soit aux vagues de chaleur, soit aux inondations. Puis on est capable d'identifier avec ces cartes-là les raisons pour lesquelles la population de ces quartiers-là est particulièrement vulnérable. Est-ce que c'est parce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes à faible revenu? Est-ce que c'est des personnes qui vivent seules? Donc, avec une série de cartes comme ça, au travers de notre plan d'adaptation au changement climatique, on est capable d'identifier les secteurs de la ville et les raisons pour lesquelles les gens sont vulnérables à différents événements hydrométéorologiques. Ça nous permet de cibler les interventions spécifiquement à l'égard soit de populations ou de quartiers particulièrement vulnérables. Yves parlait des grandes orientations là, dont on a voulu traiter dans le plan d'adaptation au changement climatique. On a regroupé ça donc en 7 thèmes. Le premier qui est réduire les effets des changements climatiques sur la santé et la sécurité de la population. Ensuite, renforcer les services agricoles et développer l'autonomie alimentaire. Augmenter la canopée et le nombre d'espaces verts dans le milieu urbain. Assurer la continuité de l'approvisionnement en eau potable. Dans une période de sécheresse comme la nôtre, c'est important de réfléchir à ces questions-là. Garantir des services municipaux efficaces et des infrastructures robustes. Services municipaux efficaces, je pense entre autres à tout ce qui est services d'incendie, sécurité civile. On a eu à intervenir, pas directement, mais en fait à appeler à appuyer les municipalités autour qui ont été évacuées. Ça pourrait être à nous aussi d'être évacués un jour. Donc, il faut avoir des services municipaux qui sont prêts à gérer ce genre d'événements-là. 6e orientation, sensibiliser la population et être le leader régional dans l'adaptation au changement climatique. Yves l'évoquait tout à l'heure, on est la première municipalité en Abitibi-Témiscamingue à avoir un tel plan. Au Québec, il n'y a pas énormément de municipalités qui en ont. À cet égard-là, on fait office de chef de file, je dirais. Et puis, dernière orientation, c'est favoriser le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques, parce que je me répète, mais tout à l'heure, je le disais, ils nous procurent des facteurs de protection contre certains événements. Ces orientations-là, sont classées là, au travers de 74 risques identifiés et puis 59 actions qui sont proposées pour aborder ces risques-là et diminuer notre vulnérabilité là, pour chacun de ces risques-là au travers des orientations qu'on a définies. Je ne passerai pas là chacune des actions qu'on a proposées, mais je vais vous donner quelques exemples, par exemple, de ce qu'on propose. Par exemple, pour réduire les effets des changements climatiques sur la santé et la sécurité de la population,
Un des risques identifiés, c'est l'accroissement des débits d'eau pluviale qui entraînerait des surverses puis des refoulements d'égouts. Ben, l'action proposée dans ce cas-ci, ce serait de mettre en place un projet de verdissement de la ville puis un règlement municipal sur la plantation d'arbres qui intercepte l'eau de pluie, qui permet de pomper l'eau du sol et puis de faire en sorte que les flux d'eau du sol vers les milieux récepteurs d'eau soient moins grands. Donc, on a un facteur de protection contre les inondations. Sinon, aussi renaturaliser les berges de la rivière du Sud. Deuxième orientation, renforcer les services agricoles. Un des risques identifiés, c'est la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et puis diminution de la sécurité alimentaire à l'échelle locale. Parmi les actions proposées, faire la promotion de l'agriculture urbaine. On a un exemple ici avec Éco-Bourgeon, mais on voudrait avoir plus d'entrepreneurs de ce type-là sur notre territoire. On pourrait mettre aussi en place un incubateur agricole pour permettre le développement d'initiatives en agriculture durable ou aménager des forêts et des jardins nourriciers dans certains quartiers de la ville qui permettraient à la population d'avoir accès à des fruits, à des noix, à certaines périodes de l'année dans certains quartiers. Troisième orientation, augmenter la canopée puis le nombre d'espaces verts dans le milieu urbain. Le risque identifié, c'est l'amplification du phénomène d'îlot de chaleur et des impacts négatifs sur la santé de la population. Parmi les actions proposées, augmenter la canopée, donc à planter des arbres de grande taille pour faire en sorte qu'on projette de l'ombre au sol. Conserver des boisés urbains qui projettent de l'ombre, qui permettent aussi de réduire les températures à une échelle locale. Ou encore, dans les emprises de la ville, planter des arbres à moyen et à grand déploiement, le long des artères commerciales, par exemple, pour faire en sorte que la 5e avenue serait ombragée les journées comme aujourd'hui où il fait très chaud, très ensoleillé. Quatrième orientation, qui est assurer la continuité de l'approvisionnement en eau potable. Un des risques identifiés, c'est diminution de la capacité de la nappe phréatique et des puits à fournir de l'eau et puis diminution de la qualité de l'eau. Une des actions qu'on propose, c'est d'adopter des mesures de diminution de la consommation d'eau par une réglementation puis par la modification des pratiques de consommation d'eau à l'échelle de l'administration municipale. Donc, il y a d'autres actions proposées. Là, je ne vous les lis pas toutes. Là. Vous pourrez le voir dans le plan une fois qu'il sera disponible au grand public. Cinquième orientation, garantir des services municipaux efficaces et des infrastructures robustes. Un risque identifié, c'est la diminution de la performance, de la résistance et de la durabilité des puits qui fournissent l'eau potable, et puis diminution de la performance de la station de pompage. Une des actions possibles, c'est de mettre en place un programme d'inspection et d'entretien des infrastructures pour pouvoir garantir les réparations, la rénovation ou encore la mise à niveau de ces infrastructures-là pour garantir qu'on puisse toujours fournir de l'eau à la population. Un autre risque identifié dans l'orientation, sensibiliser la population à être les leaders régionaux dans l'adaptation au changement climatique, c'est qu'on pourrait avoir une perturbation de la chaîne d'approvisionnement incluant la distribution alimentaire. Puis dans ce cas-là, on pourrait mettre en collaboration avec des acteurs socio-économiques régionaux des projets pour augmenter la résilience de l'approvisionnement alimentaire local, par exemple, avoir davantage d'agriculteurs sur notre territoire, d'agriculture urbaine. Je donnais l'exemple d'Éco-Bourgeon tout à l'heure, mais c'est une initiative ou des initiatives qu'on pourrait vouloir voir se multiplier sur le territoire. Et puis, en dernier lieu, favoriser le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques. Un des risques identifiés, c'est la perturbation du fonctionnement des écosystèmes. Dans ce cas-là, on pourrait vouloir octroyer un statut de protection à certains milieux pour garantir qu'on ne puisse pas construire, dénaturer, changer les fonctions, la performance de ces milieux-là qui nous offrent un facteur de protection. Je pense entre autres au milieu humide. Remblayer un milieu humide dans un contexte comme le nôtre, ce n'est pas une bonne idée. On est dans une cuvette, l'eau se ramasse dans le fond de la cuvette, puis les milieux humides sont des éponges. Ils ralentissent les flux d'eau vers les cours d'eau qui autrement se verraient gonfler plus rapidement. Donc, dans un cas comme celui-là, favoriser le maintien des milieux humides dans un contexte comme le nôtre constitue un facteur de protection dans un contexte où les inondations pourraient devenir plus fréquentes, plus intenses et plus longue. Donc, il y a bien d'autres risques identifiés. Je vous disais, là, 74 risques, 59 actions. Tout ça, ce sera dans le plan d'adaptation au changement climatique. Maintenant, parmi les facteurs de réussite qu'on a identifiés pour que notre plan soit un succès, c'est que d'abord, ça va nous prendre une connaissance fine de l'état des actifs de la municipalité. On est en train de travailler là-dessus présentement. On se monte une base de données qui va nous permettre de mieux connaître l'état de nos actifs, puis éventuellement de cibler les actifs sur lesquels on devra prioriser nos actions. Il faudrait impliquer aussi les partenaires socio-économiques de la ville parce qu'ils ont aussi une connaissance fine du milieu, de leurs clients, ils ont des expertises qui peuvent nous aider à mettre en place ce plan-là. Puis ils vont pouvoir aussi nous aider à identifier des enjeux et à élaborer des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Notre plan il est vaste, il a fait l'objet de consultations, mais il y a bien des gens qui ont des idées en tête et qui ont des connaissances du territoire qu'on n'a pas, nous,
qui pourraient nous bénéficier dans l'adaptation, dans la mise en place de notre plan d'adaptation au changement climatique. L'autre chose qui va devenir essentielle, c'est l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire qu'il faudra consulter la population dans certains cas. On a consulté la population pour la version préliminaire de notre plan d'adaptation au changement climatique. La réception a été bonne, je dirais. Les gens étaient enthousiastes à l'idée du plan et des actions qu'on a proposées, mais certaines des actions qu'on aura à mettre en place qui nécessiteront peut-être des investissements plus lourds puis qui dérangeront peut-être davantage la population. Il faudra les consulter pour voir dans quelle mesure est-ce que ce qui est proposé, ça leur plaît, puis dans quelle mesure est-ce que ce qui est proposé devrait être adapté, modifié pour que ça soit en pleine adéquation avec ce que la population souhaite. Puis le dernier facteur de réussite important, c'est le financement, bien entendu. Là, il y a des programmes gouvernementaux récents qui ont été mis en place spécifiquement pour l'adaptation au changement climatique, là, des programmes provinciaux et des programmes fédéraux aussi. Dans certains cas, l'octroi de financement par ces fonds-là nécessite qu'on ait un plan d'adaptation au changement climatique. On l'a présentement entre les mains, donc ça va devenir aussi un facteur qui va nous permettre d'accéder à ces fonds-là pour éventuellement réussir à mettre les actions en place. Et puis, bon, vous savez là, qu'on a une écotaxe qu'on a mise en place là, récemment qui nous permet d'accumuler un petit fonds qui nous permet de mener des projets relatifs à l'environnement. Donc, ce fonds-là est là, j'espère, du moins pour demeurer, là, pour qu'on puisse continuer à œuvrer dans le bon sens au regard de nos responsabilités là, à l'égard de l'adaptation au changement climatique. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions à propos du plan ou quoi que ce soit. Je suis là pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas. Oui? Oui, Denis Germain de Radio-Montréal. Il y a des propositions d'action dans le plan de NISA 1. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà décidées ou c'est des propositions? Ce sont des propositions dans la mesure où, quand il y a un risque ou une vulnérabilité qui est identifiée, l'action proposée est un objectif. Bon, ben, l'objectif, si le risque, c'est l'inondation, le risque, c'est de diminuer la vulnérabilité à l'inondation, donc de faire en sorte que les eaux, par exemple, soient dirigées vers des endroits pour accueillir les surplus d'eau. Ça, c'est l'objectif. L'action spécifique qui sera menée ou la manière dont ça sera mené, ça sera à discuter. Mais l'objectif est clairement défini, c'est l'action. Le chemin pour y arriver, lui, sera à discuter avec les services techniques ou avec les experts municipaux là, dans ces domaines-là. Puis, deuxième question, oui. Il y a un comité aviseur qui est prévu dans le plan. Oui. Quand il rentre en fonction, lui... Il n'est pas encore en fonction, bien entendu. Là, déjà, on a un comité en développement durable sur lequel il y a des membres qui seront membres du comité aviseur, mais pour l'instant, là, on n'a pas encore constitué le comité, puis il ne sera pas en place là, avant un certain temps. Là. Je ne pourrais pas dire quand exactement. Okay. C'est eux autres qui vont voir l'application du plan? C'est-à-dire, le comité aviseur sera là pour faire des recommandations, pour voir si les solutions proposées sont les bonnes. Okay. Comme un comité scientifique, si on veut. C'est les gens qui sont des experts du domaine qui vont venir nous conseiller. Par exemple, je pense entre autres à la santé publique. On n'est pas des experts de santé publique, mais on est capable de poser des gestes qui peuvent aider la santé publique à remplir ses fonctions comme il le faut. Ce qui fait que sur notre comité aviseur, on souhaite avoir quelqu'un de la santé publique qui va nous dire si, par exemple, au regard des diminutions des coûts de chaleur chez la population, mais les actions qu'on va proposer vont dans le bon sens. Merci. Ça fait plaisir. Benoît, est-ce que notre plan d'action est éligible à des subventions? Les actions sont éligibles à des subventions, bien entendu. Comme je le disais tout à l'heure, dans plusieurs des programmes de subventions gouvernementaux qui sont maintenant en place, un des préalables pour pouvoir déposer des demandes de subventions, c'est d'avoir un plan d'adaptation au changement climatique. En ce sens-là, on est bien positionné, en tout cas mieux positionné que d'autres municipalités pour au moins faire les demandes de subventions. Oui. Notre objectif de financement? Pour l'instant, là, on chiffre l'ensemble des réalisations des actions du plan à environ de 20 millions de dollars. C'est ce que ça pourrait coûter. Le plan, lui, est prévu là, pour une réalisation sur 5 ans pour la plupart des actions, sur 10 ans pour quelques actions. Fait que notre objectif, c'est que d'ici les 5 prochaines années, on puisse avoir un financement équivalent à environ 20 millions de dollars pour la réalisation. On espère de l'ensemble, de la totalité des actions, sinon d'une majorité des actions. Pas d'autres questions?
C'est bon, ben merci beaucoup tout le monde. Merci, Benoît. Alors, merci beaucoup à Benoît pour cette présentation. L'ensemble du plan sera disponible dès ce soir à 20h sur